Cette jeune femme s'appelle Indra Bigné. Le 12 mai 2019, elle a vécu une nuit d'angoisse qu'elle va nous raconter. Ce dimanche-là, il est 20h, lorsque la sonnerie de son téléphone portable retentit. À l'autre bout du fil, une amie l'informe que l'on vient de retrouver la voiture de sa grande sœur Sandra. Cela fait 4 jours que sa famille était sans nouvelles. Enfin, c'est la première fois en fait qu'on se sent aussi proche d'elle en fait. Parce qu'on se dit, s'il y a sa voiture, c'est que forcément elle est passée par là. Sa voiture, elle n'est pas arrivée toute seule ici. Et dans tous les cas, je me dis qu'elle peut repasser par là. Indra, ayant reçu cet appel, part immédiatement sur les lieux avec des amis, des voisins. Indra quitte l'appartement de Créteil où elle réside avec toute sa famille. Direction Valenton, à 6 km de là. On arrive devant la voiture, on voit bien que c'est la voiture de ma sœur. On reconnaît les petites peluches qu'elle avait mis dedans. Il y a le A du jeune conducteur de Sandra qui est sur le pare-brise arrière. Et ils reconnaissent la plaque d'immatriculation qui correspond à la Peugeot 206 de Sandra. Les proches de Sandra se mettent à regarder à travers les vitres, le pare-brise pour essayer de voir un petit peu ce qu'il y a dans la voiture. Et il y a une amie de Sandra, en regardant dans le coffre, qui croit apercevoir un tissu blanc. Je me rappelle m'être baissée au niveau du coffre et avoir dit Sandra, est-ce que t'es dedans? Indra va appeler les services de police en leur disant il faut absolument venir. Il n'est pas exclu que ma sœur se trouve dans le coffre de la voiture. En tout cas, en souhaitant d'avoir le cœur net, il faut que vous veniez. Quelques instants plus tard, les policiers sont sur place et s'approchent de la voiture. L'un d'entre eux va avoir un geste inattendu. Un des policiers se met derrière le coffre, il ouvre le coffre et il referme le coffre. J'essaie de détecter quelque chose sur le visage du policier qui pourrait m'indiquer que non, il n'y a rien dans la voiture finalement. À ce moment-là, je peux vous assurer que la tension est à son comble et la seule chose qu'on a envie de savoir, c'est est-ce que Sandra est dans ce véhicule ou pas. Le policier s'avance vers moi et me dit du coup qu'il a une mauvaise nouvelle. À ce moment-là, soit pas besoin d'en dire plus, on a compris. Pour moi, il y a la terre entière qui s'effondre, vraiment. Ouais, c'est vraiment un cauchemar. Que fait le corps de Sandra Bigné à 6 km de chez elle? Sa sœur Indra est bien décidée à comprendre ce qu'il s'est passé. Avec patience et courage, elle va remonter la piste et retrouver le lieu où Sandra a trouvé la mort. Au cœur de cette affaire incroyable, la détermination sans faille d'une famille prête à tout pour découvrir la vérité sur la mort de Sandra. Un suspect qui continue de nier son implication dans le meurtre de la jeune femme et qui ne serait peut-être pas le seul en cause. Il a vu ce client agresser Sandra. Ça ne peut pas être un accident. Elle a été étranglée et frappée. Avec ma mère, on est complètement sous le choc. Soit il a un complice qui l'a aidé à porter et à plier le corps, soit le corps de Sandra a pu être placé dans une chambre froide. Vous imaginez, Sandra, elle était dans le congélateur. Moi, j'étais là, à côté. Tout commence 4 jours plus tôt, le 9 mai 2019. Il est 7h30 ce jeudi matin, lorsque Sandra Bigné, 23 ans, quitte l'appartement qu'elle partage avec sa petite sœur Indra et sa mère Jawida.
Sandra est étudiante à l'université de Créteil, la ville où elle habite. Elle suit un master en management des PME. Et dans le cadre de ses études, elle est employée par une entreprise des Yvelines, qui est un fabricant de glace bio. Et elle fait un stage chez eux depuis le mois de mars. Et ce matin-là, précisément, elle part pour se rendre dans les différents commerces pour vérifier la visibilité des produits qui sont distribués par la marque qu'elle représente. Comme les jeunes de son âge, Sandra Bignet est ultra connectée. Pas une heure sans qu'elle envoie un texto à sa petite sœur Indra. On a pas mal d'échanges ce jour-là. On s'envoie des messages, on discute comme tous les jours en fait. L'autre personne que Sandra appelle tout le temps, c'est Jawida, sa maman. D'ailleurs, à 12h19 ce jeudi, elle lui passe un coup de fil pour la prévenir qu'elle ne va pas tarder et qu'elle sera à la maison entre 13 et 14 heures. J'ai dit alors Sandra, ça va? T'as fini ta journée? Elle m'a dit oui maman, j'ai fini. Il me reste juste un Franprix. Dès que je finis, je prends la route et je rentre. J'ai dit dans ce cas-là, je te fais un grand bisou. N'oublie pas que maman, elle t'aime beaucoup. À cet instant, Jawida ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois qu'elle échange avec sa fille. À 14h, Sandra n'est toujours pas rentrée. Sa mère décroche alors son téléphone. Je l'appelle, ça répond pas. Il n'y a que de la messagerie. Là, les heures passent, on est au milieu de l'après-midi, toujours pas de nouvelles de Sandra. Et là, c'est l'angoisse qui monte. Mon Dieu, 17h, 17h30, 18h, 18h30. Là, j'ai dit, c'est pas ça, c'est pas normal. Elle se pose beaucoup de questions. Est-ce que Sandra n'a tout simplement plus de batterie? Est-ce qu'elle s'est garée? Est-ce qu'elle avait rendez-vous et qu'elle n'avait pas forcément eu envie de le raconter avec un copain, quelque chose comme ça? Tout ça sont des hypothèses qui leur passent par la tête, mais elles restent très inquiètes parce qu'aucune ne leur semble vraiment plausible. Pour Jawida, la maman, comme pour Indra, la sœur, la disparition de Sandra est tout bonnement incompréhensible. En effet, cela ne ressemble pas du tout à la jeune femme de s'évaporer comme cela dans la nature. On était très proches depuis qu'on était petites. On était tout le temps toutes les deux. On parlait vraiment de tout. Elle me conseillait beaucoup. Elle était très présente pour moi. Et pareil, j'essayais de l'être autant que je pouvais pour elle. Et on était du coup vraiment très fusionnels. Je voyais une famille très solidaire entre elles et ils étaient très heureuses, épanouies. Elles vivaient bien leur vie. Sandra, c'est un peu le pilier de la famille Bignet. Et pour cause, cela fait 2 ans que Gérard, son papa, est décédé d'un cancer. Depuis, c'est elle qui assume la charge du foyer. Elle a dû endosser pas mal de responsabilités. En fait, pour ma mère, parfois, c'est un peu compliqué financièrement. Du coup, elle travaillait, c'était elle qui apportait pas mal d'aide financière. C'était elle aussi qui se chargeait de faire les papiers quand ma mère elle avait un peu de mal, par exemple. Même pour moi, par exemple, dans ma scolarité, lors de réunions parents-prof, parfois c'était elle qui venait. Elle était la maman de sa sœur, la maman à moi. Je n'étais pas sa maman, c'était elle ma maman. On peut dire que c'est le bras de la maman, c'est son bras droit. Je dirais c'est elle qui a remplacé le papa, c'est elle qui fait tout. Lorsqu'elle ne s'occupe pas de sa famille, Sandra aime passer du temps avec ses nombreux amis. C'est une fille qui était très épanouie, et une fille sérieuse. Elle était franchement adorée par tout le monde l'aimait, souriante, gaie. C'est une fille qui était vivante. Elle aimait sortir, elle aimait s'amuser, elle aimait rigoler. Elle aimait beaucoup sortir avec ses copines au restaurant, des anniversaires.
Sandra fait l'unanimité autour d'elle. Elle n'a ni le profil d'une fugueuse, ni celui d'une fille à problème. Et c'est bien ce qui rend si inquiétante sa soudaine disparition. Avec ma mère, on s'inquiète et on sait qu'il y a quelque chose de bizarre. Retour au jeudi 9 mai 2019, jour de la disparition. Il est 21h. Jawida et Indra sont affolées d'être sans nouvelles de Sandra. Elles se décident alors à pousser la porte du commissariat de Créteil, comptant sur l'aide des policiers pour retrouver leur fille et sœur. Mais vous allez le voir, cela ne va pas se passer comme elles l'auraient espéré. Elles ne sont pas très bien reçues parce que les policiers considèrent que Sandra, étant donné qu'elle est majeure, a très bien pu disparaître de son propre chef. Les services de police lui expliquent que ça fait moins de 24 heures et que c'est trop tôt pour pouvoir faire un signalement pour une disparition inquiétante. Les deux femmes quittent le commissariat, dépitées. Mais pour Indra, pas question de rester les bras croisés. Elle contacte donc l'employeur de sa sœur Sandra afin de reconstituer l'emploi du temps de sa journée. Il va leur donner une information qui est très importante, à savoir que Sandra s'est rendue dans la matinée dans plusieurs enseignes, notamment les enseignes d'Arpajon, les enseignes de Milly-la-Forêt et également une autre enseigne du département de l'Essonne dans le 91. Les informations de l'employeur de Sandra s'avèreront cruciales. Mais compte tenu de l'heure tardive, il est impossible de les vérifier sur le champ. Cela fait maintenant 12 heures que la jeune femme s'est volatilisée. Son téléphone est sur messagerie et sa voiture toujours introuvable. Dans l'appartement familial, après une longue nuit d'attente, la stupeur a laissé place à l'angoisse. J'ai pas dormi. Toute la nuit, je tourne en rond, je descends en bas devant la porte, je suis en pleurs. Indra, c'est pareil. Avec ma mère, on est complètement sous le choc. On ne se rend pas compte de ce qui se passe. Alors, pour ne pas se laisser submerger par l'inquiétude, une fois encore, Indra et Jawida passent à l'action. Elles décident de refaire le parcours qu'a effectué Sandra la veille lors de sa tournée des supérettes de la région. Grâce aux informations qu'elles ont pu récolter auprès de l'employeur de Sandra, elles vont pouvoir savoir dans quelles enseignes Sandra s'est rendue le matin du jeudi 9 mai. Elle décide donc, cette fois-ci, de s'y rendre pour essayer de savoir si Sandra s'est rendue dans ces différents commerces. C'est dans ce Franprix d'Arpajon que leur recherche débute. Et dès cette première visite, Jawida et Indra font une découverte décisive. On discute avec la responsable qui nous confirme avoir bien vu Sandra. Indra et Jawida demandent à la responsable du magasin si elles peuvent visionner les bandes de vidéosurveillance. La responsable accepte de présenter les enregistrements du magasin. Ces bandes de vidéosurveillance, les voici. C'est une mine d'informations pour la famille de Sandra parce qu'elles vont avoir la certitude que Sandra, à 11h, est encore en vie. Et donc, qu'elle se trouve bien à cet endroit-là, à ce moment-là. Et la vidéo dévoile une autre information. On la voit en train de parler à un employé du Franprix. On la voit en fait en train de discuter ensuite avec la responsable. En soi, elle était comme d'habitude en fait, on la voit tout à fait normale. En effet, nulle trace d'inquiétude et d'angoisse sur le visage de Sandra. Et ce n'est pas tout. Un dernier élément capital est formellement établi par les enregistrements du magasin. La veille, quand Sandra est partie au travail, tout le monde dormait. Donc personne ne sait comment elle est habillée. Or, sur ces images,
on voit très distinctement la tenue vestimentaire de Sandra le jour de sa disparition. Elle était habillée en pantalon noir, un pull blanc, une veste cuir jusqu'aux genoux et un sac beige et des chaussures blanches. Autant d'éléments qui vont permettre d'établir un avis de recherche précis. L'étudiante n'a passé que 10 minutes dans la supérette d'Arpajon. À 11 h, elle quitte le magasin. La mère et la sœur de la jeune femme poursuivent leurs investigations. Elles se rendent ensuite dans ce magasin de Milly-la-Forêt, le deuxième établissement indiqué par l'employeur de Sandra. Elles vont être reçues par le gérant de cette boutique et il va leur expliquer que Sandra est bien passée dans ce magasin et qu'elle y est restée également une dizaine de minutes. Selon ce gérant, il est 12h01 lorsque l'étudiante quitte la supérette. Indra et Jawida savent qu'ensuite, à 12h19, Sandra est sur le chemin du retour. 12h19, souvenez-vous, c'est l'heure précise à laquelle Sandra appelle sa maman pour lui dire « j'ai presque fini, j'ai encore un petit truc à faire et j'arrive ». Après ce coup de fil, plus aucune trace de Sandra. L'enquête d'Indra et de Jawida est dans l'impasse, car elles n'ont toujours pas la localisation précise du troisième et dernier magasin visité par la jeune femme, dans l'Essonne. Mais au cours de cette première journée de recherche, elles ont tout de même accumulé suffisamment d'informations pour pousser à nouveau la porte du commissariat de Créteil. Au commissariat, je lui dis, écoutez, la personne, elle n'est pas entrée depuis jeudi. Et là, on est vendredi. Maintenant, on sait comment elle est habillée, on sait où elle était. 24 heures se sont écoulées, le délai raisonnable pour signaler une disparition. Et là, sa demande est prise en considération. Elle va faire sa déposition, donner tous les éléments qui peuvent intéresser les policiers. Un signalement pour disparition inquiétante est enfin enregistré. Et quelques heures à peine après sa visite au commissariat, Indra reçoit un appel du département de disparition des majeurs. Donc le département en charge des disparitions va prendre contact avec Indra pour lui donner une information en lui disant écoutez, voilà, le portable de votre sœur a borné pour la dernière fois la veille à 12h54 et c'était à Quincy sous Sénart. Quincy sous Sénart, c'est dans le département de l'Essonne et c'est à environ 20 km de Créteil. Ils se disent pourquoi Sandra se trouve à Quincy sous Sénart, pourquoi elle s'est rendue là-bas. Toutes ces questions ne vont pas rester longtemps sans réponse. Car Quincy sous Sénart, c'est précisément la ville où est implanté le dernier supermarché dans lequel la jeune femme devait se rendre ce jour-là. Très vite, Indra et Jawida veulent avoir la confirmation que ce magasin faisait bien partie de la tournée de Sandra le jour de sa disparition. Plus déterminées que jamais, la mère et la fille vont donc se rendre sur place. Nous sommes 3 jours après la disparition de Sandra. Sans prévenir, Indra et Jawida arrivent aux abords du magasin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux femmes ne vont pas être très bien reçues. On a senti qu'il y avait quelque chose. On a commencé à avoir les doutes. Et voici pourquoi leur intuition va se confirmer. On voit un grand monsieur à la caisse. On trouve la personne qui était un gaillard, un costaud. C'est vers lui qu'on va pour lui montrer la photo de ma sœur, pour lui dire est-ce que vous l'avez vue? Normalement, elle est passée ici jeudi. L'homme ne semble pas très réceptif, et pour cause. Il ne parle pas le français. Quand on est face à ce monsieur, il regarde droit devant lui, il ne nous regarde pas beaucoup.
On le sent un peu froid en fait. Sur le coup, nous on se dit, je pense qu'il comprend pas ce qu'on dit, donc ça se trouve il comprend pas en fait la situation, il comprend pas qu'on est paniqué. Pourquoi le vendeur ne se montre-t-il pas plus conciliant? Est-ce simplement la barrière de la langue? Ou bien aurait-il quelque chose à cacher? Indra va lui demander de coller sur la porte vitrée, avis de recherche. Et là, curieusement, le type va dire non. Mais pour Indra, pas question de céder. L'avis de recherche avec la photo de sa sœur doit être affiché dans le magasin. Et face à son insistance, l'employé finit par s'exécuter, mais à sa manière. Il va placarder l'avis de recherche un petit peu de sorte à ce que personne ne le voit. Là, les proches sont de plus en plus étonnés. Ils insistent pour qu'il le colle sur les portes coulissantes du magasin, ce qu'il va consentir à faire, mais avec beaucoup de difficultés. Face au comportement suspect de leur interlocuteur, Indra demande à visionner les bandes de vidéosurveillance du magasin. Et la deuxième déconvenue pour la mère et la sœur de la disparue. La communication est très compliquée, elle communique avec des gestes et il explique en substance que les caméras ne fonctionnent pas et que c'est impossible de visionner les images du Franprix. Elles vont se montrer insistantes et face à cette insistance, il va décider d'appeler une personne. Il parle au téléphone avec quelqu'un, on ne sait pas exactement de qui il s'agit sur le coup, mais il parle encore une fois dans sa langue natale et du coup on ne comprend pas. En fait, le vendeur discute avec le gérant du magasin qui n'est pas sur place. Et il demande aux deux femmes de revenir le lendemain. Pour Jawida et Indra, c'est la douche froide. Elles n'ont pas d'autre choix que d'attendre, encore et encore. On sort du Franprix très frustré parce qu'en fait, on sait que elle était là. Peut-être pas dans ce Franprix, mais on sait qu'elle était à Quincy sous Sénart. Le lendemain matin, à la première heure, la mère et la sœur de Sandra retournent au Franprix de Quincy sous Sénart avec la ferme intention de visionner les enregistrements des caméras de vidéosurveillance du magasin. Comme convenu cette fois, le gérant est présent. On reste un moment d'ailleurs à discuter avec le gérant. On sent que le monsieur il est un petit peu stressé quand même, qu'il est un petit peu anxieux. Et il y a aussi un monsieur derrière, qui du coup est le responsable, qui nous regarde. Vraiment, il nous regarde. On a un peu l'impression qu'il était en train de nous surveiller. Elle trouve que cette attitude est assez bizarre et décide de redemander au responsable de pouvoir visionner les bandes de vidéosurveillance. Le responsable refuse et livre aux deux femmes une explication pour le moins alambiquée. C'est-à-dire, les caméras filment, mais ne fonctionnent pas. Il leur explique un petit peu mieux le problème, mais la finalité est la même. Le système est défectueux, ne fonctionne pas. On s'est quand même rendu compte qu'il y a quelque chose de bizarre. On s'est quand même dit, on a quand même remarqué que les deux messieurs avaient une attitude étrange. Pour Indra et Jawida, c'est évident, il s'est bien passé quelque chose dans cette supérette. Et les deux hommes en savent forcément plus qu'ils ne veulent le dire. Mais peut-être font-elles fausse route, car quelques heures plus tard, la voiture de Sandra est retrouvée à 15 km de Quincy sous Sénart. Ce dimanche 12 mai 2019, il est 20h, lorsque la voiture de Sandra est enfin repérée à Valenton. Dans le coffre de la voiture, c'est bien le corps de Sandra sans vie qui est retrouvé, pieds et mains ligotés, liés et entravés par un ruban adhésif. Et comble de l'horreur, l'ensemble de son visage est également recouvert du même ruban adhésif. Rien sur les lieux n'indique que Sandra aurait été tuée sur place. Bien au contraire.
Certains détails laissent à penser que la voiture de la jeune femme a été déposée par quelqu'un d'autre. Et ça, la famille l'avait vu tout de suite en arrivant. On relève quand même des éléments qui nous inquiètent un petit peu. Côté passager, les proches remarquent que le pare-soleil a été décroché, comme si quelqu'un s'était assis à cette place alors que Sandra était censée être seule. Également, ils vont faire une deuxième constatation qui est troublante, c'est que le siège conducteur est totalement reculé. Or, Sandra n'est pas très grande. Ça paraît difficilement concevable que c'est Sandra qui ait pu conduire le véhicule à ce moment-là. Dépêchés sur les lieux de la découverte du corps, les techniciens de la police scientifique recherchent le moindre élément qui pourrait permettre d'identifier un suspect. Et ils vont avoir de la chance. Les techniciens vont découvrir, en déroulant le scotch qui entravait les pieds de Sandra, un élément pileux, c'est-à-dire un poil qui était resté collé sur le scotch. Cet élément pileux est d'une importance capitale parce qu'on a un élément qui va nous permettre d'avoir de l'ADN. Cet indice est crucial. Il est aussitôt envoyé au laboratoire scientifique de Paris pour y être analysé. Et cela va prendre du temps. Quelques heures après la découverte du corps de Sandra, les enquêteurs de la brigade criminelle concentrent leurs recherches sur le dernier endroit où la jeune femme était censée se rendre, le Franprix de Quincy sous Sénart. Ils veulent en effet savoir si les employés du magasin ont croisé la route de l'étudiante le fameux jeudi 9 mai. La brigade criminelle va convoquer, dans un premier temps, en audition libre, les 3 personnes susceptibles de travailler dans ce magasin, à Quincy sous Sénart. C'est à la fois le responsable, le gérant de cette enseigne et le manutentionnaire. Il se trouve que ces 3 hommes sont tous de la même famille. Une famille d'origine pakistanaise, à la tête de plusieurs magasins dans la région Île-de-France. Le responsable et le gérant affirment qu'ils n'étaient pas présents le 9 mai 2019, donc ils n'ont pas pu voir Sandra, si tant est qu'elle soit passée là. Seul le manutentionnaire expliquera qu'il se trouvait ce jour-là dans le supermarché et qu'il a vu Sandra, aux alentours de midi, déposer un bon de commande et repartir. Comme Indra et Jawida avant eux, les policiers s'intéressent alors aux caméras de vidéosurveillance du magasin. Le système est effectivement défaillant, mais la panne semble bien opportune et les enquêteurs veulent en savoir plus. Ce qui est curieux, c'est qu'on a 2 versions différentes. On a d'un côté le gérant qui nous dit que la vidéosurveillance ne fonctionne pas depuis le début de l'année, et son responsable qui nous dit que les caméras ne fonctionnent pas depuis 2 jours. Et dans cette supérette, les petits arrangements avec la vérité semblent être monnaie courante. Car le manutentionnaire a lui aussi menti. Les policiers vont vérifier l'emploi du temps du manutentionnaire, qui est a priori le dernier à l'avoir vue vivante. Quelle n'est pas la surprise des policiers de découvrir qu'il n'était pas en France au moment qui nous intéresse, c'est-à-dire le 9 mai, mais au Pakistan. Pour y voir plus clair, les enquêteurs demandent aux 3 hommes de se soumettre à un prélèvement ADN. Les enquêteurs ont en leur possession l'élément pileux qu'ils ont retrouvé sur le scotch dans le coffre de la voiture de Sandra, et ils aimeraient bien comparer l'ADN de ce poil à l'ADN des 3 hommes pour voir si éventuellement ça correspond. Et les résultats de ces comparaisons ne tardent pas à tomber. Le meurtrier de Sandra serait bien dans la famille pakistanaise. C'est négatif pour le responsable et le gérant du magasin. En revanche, il y a des résultats plus que troublants avec le manutentionnaire. Il est sur ce qu'on appelle la lignée maternelle, c'est-à-dire que c'est un membre de sa famille lié à sa mère, donc frère ou sœur, qui est propriétaire du poil retrouvé sur le scotch.
Enfin, les policiers ont un élément suffisant pour placer le manutentionnaire en garde à vue. Et cette fois-ci, l'homme a des révélations à faire. Le manutentionnaire explique que ce jour-là, il avait confié les clés du magasin à son frère, un certain Shamran, qui était tout seul en charge du Franprix. Et en réalité, on comprend que là, on est très près du but, que la personne qui a vu Sandra pour la dernière fois, c'est Shamran. Shamran, c'est l'homme que Jawida et Indra ont croisé dans la supérette 2 jours après la disparition de Sandra. Quand on apprend que le suspect, c'est le vendeur qu'on a rencontré samedi, on est dévasté en fait. De se dire que il était devant nous, enfin, qu'il est resté complètement de marbre. Enfin, on se dit comment c'est possible en fait de savoir potentiellement ce qui est arrivé à ma sœur, d'être devant nous et de rien dire, de rien ressentir en fait. Alors, qui est ce dénommé Shamran? Pour tenter de le découvrir, les enquêteurs se penchent sur son profil. Shamran, c'est un homme qui est de nationalité pakistanaise. Il a 33 ans, il est sans papier et il habite chez un cousin à Créteil, dans le Val-de-Marne. L'homme est aussitôt recherché. Mais il y a un problème. Il est introuvable. A-t-il pris la fuite? Et si tel est le cas, où est-il? Les policiers vont faire la téléphonie de Shamran. Donc ils vont s'apercevoir que Shamran était effectivement sur le territoire français au moment de la disparition de Sandra. Et la coïncidence assez troublante, c'est que le dimanche 12 mai, qui est le jour de la découverte du corps de Sandra, on apprend en parallèle que c'est à ce moment précis que lui a quitté également la France, qu'il l'a quitté en bus depuis la gare de Lyon pour se diriger vers l'Italie. Désormais, Shamran est le suspect numéro 1. Un mandat d'arrêt international est aussitôt lancé. 2 semaines après la découverte du corps de Sandra, Shamran, le principal suspect, va faire sa réapparition. Et cela à la surprise générale. Et là, début juin, on a un coup de théâtre. Shamran décide de se présenter spontanément à la brigade criminelle, accompagné de son avocat. Lorsqu'il est délivré un mandat d'arrêt international, les services d'enquête ne peuvent plus entendre ni placer en garde à vue l'individu recherché. C'est de l'autorité du juge d'instruction. Et donc, il est placé en rétention judiciaire le temps que le juge s'organise et procède à sa première audition. Le 5 juin, il est présenté au juge d'instruction. Évidemment, à ce moment-là, il a la possibilité de s'expliquer et il va totalement garder le silence. Mais l'homme va être confronté à un indice accablant. Car les enquêteurs ont comparé son ADN à l'élément pileux retrouvé dans le coffre de la voiture. Et très rapidement, le laboratoire confirme que Shamran est propriétaire du poil retrouvé sur le scotch qui entourait les pieds de Sandra. À ce moment-là, il va être mis en examen pour des faits de enlèvement, séquestration suivi de mort, recel de cadavres et modification de l'état des lieux d'une scène de crime. Shamran est acculé. L'homme est de nouveau auditionné et cette fois-ci, il va parler. Il explique que ce jour-là, il était bien au Franprix de Quincy-sous-Sénard, tout seul à la caisse. Sandra est arrivée et très vite derrière Sandra s'est présenté un Roumain. Un client qu'il connaît bien parce qu'il effectue des travaux de peinture dans le quartier. Qu'il a déjà acheté un pinceau dans ce Franprix. Le Roumain a abordé Sandra, elle ne s'est pas laissée faire, elle s'est débattue. Il a vu ce client roumain agresser probablement Sandra. Puis le client est parti en courant. À ce moment-là, Shamran a essayé de prodiguer les premiers soins à Sandra. Il a essayé de lui faire du bouche à bouche et il lui aurait fait un massage cardiaque avant d'essayer de poursuivre
ce fameux client roumain dans la rue. Selon Shamran, Sandra aurait donc été mortellement blessée par le client roumain. Mais il y a un problème, car sa version des événements ne colle pas du tout avec les expertises médico-légales. Le médecin légiste a établi qu'il n'y avait aucune trace d'un quelconque massage cardiaque sur le corps de Sandra. Et ce n'est pas la seule incohérence relevée dans le récit du suspect. L'histoire du peintre, à mon avis, n'existe pas parce que ce magasin ne vend pas de pinceaux. Donc, il n'a pas pu venir acheter des pinceaux puisque le magasin ne vend pas de pinceaux. Ça, c'est quand même un problème. Et ce qui finit d'enterrer la version de Shamran, c'est que le fameux Roumain n'a été aperçu par aucun témoin, ni filmé par la caméra de vidéosurveillance qui scrute la devanture du magasin. Si la caméra vidéosurveillance ne fonctionne pas à l'intérieur du magasin, en revanche, à l'extérieur, sur la voie publique, elle fonctionne. Et si le Roumain était sorti suivi par Shamran sur le parking, on aurait ces images en vidéoprotection. Et on ne les a pas, donc ça veut dire que ça n'a pas existé. Donc Shamran raconte absolument n'importe quoi. Malgré ces contradictions flagrantes et nombreuses, le suspect n'en démord pas. Il n'a rien à voir dans la mort de Sandra. Pourtant, un témoignage inattendu ne va pas tarder à faire voler en éclats sa version des faits. Il va y avoir un nouveau coup de théâtre. Les enquêteurs de la brigade criminelle vont être contactés par une assistante sociale qui leur dit qu'elle a des révélations à leur faire sur la mort de Sandra. Et cette assistante sociale d'expliquer que la propre sœur de Shamran raconte à ses proches un tout autre scénario concernant la mort de Sandra. Des confidences qui ont fini par s'ébruiter. Le problème pour le suspect numéro 1, c'est que dans cette version, il reconnaîtrait partiellement son implication. Shamran aurait dit à sa sœur que Sandra serait venue dans le Franprix, qu'elle aurait demandé à aller aux toilettes. Et qu'au moment où Sandra sortait du local de toilette, il aurait tenté de l'embrasser. Elle l'aurait repoussé. Et dans la bagarre, elle serait tombée dans l'escalier et se serait tuée accidentellement. Donc en gros, c'était un accident. Selon les déclarations de Shamran, recueillies par témoins interposés, ce serait lui l'auteur des avances qui ont mal tourné. Sauf que le scénario de la mort par accident, cela ne tient pas non plus. En fait, ça ne peut pas être un accident parce que, d'après les opérations qui ont été faites d'autopsie, elle a été étranglée et frappée. Pour les proches de Sandra, il y aurait une part de vérité dans la version colportée par la sœur du suspect. Shamran aurait étranglé la jeune femme parce qu'elle se serait refusée à lui. Si c'est une version dure à entendre, on se dit que oui, elle est plus plausible. Pourtant, cette version Shamran la réfute. Il nie toujours avoir tué Sandra et s'accroche à son récit impliquant un mystérieux Roumain. Il reste malgré tout une question cruciale. Si Shamran n'a rien à voir dans la mort de Sandra, pourquoi s'est-il débarrassé du corps de la jeune femme plutôt que d'appeler la police? En audition face aux policiers, l'homme prétend avoir paniqué. Et pour éviter d'alerter ses futurs clients, il aurait décidé de cacher le corps. Il explique que là, il décide de prendre le corps de Sandra et de le monter à l'étage. Plus tard dans l'après-midi, il aurait enroulé les mains et les pieds de Sandra. Il lui aurait aussi recouvert le visage d'un adhésif marron parce qu'il ne supportait pas la vision de son cadavre. Des affirmations qui ne correspondent pas aux conclusions de l'autopsie. Car si le corps avait été traîné dans les escaliers, des lésions auraient été constatées sur les jambes de la victime.
Et la suite des explications de Shamran n'est pas plus crédible. Elle serait restée tout l'après-midi dans la boutique, cachée quelque part, probablement dans un local. Ensuite, il est aux alentours de 22h. Il décide de retrouver les clés du véhicule de Sandra. Il ramène le véhicule à proximité du côté livraison du magasin. Il aurait descendu le corps et il l'aurait chargé tout seul dans le coffre pour ensuite se rendre là où on l'a retrouvé, c'est-à-dire à Valenton. Et à ce moment-là, il expliquera que le corps est totalement rigide. Le légiste estime que c'est très compliqué tout seul de prendre un corps dans un état de rigidité maximale et de le plier pour le faire rentrer dans la voiture. Scientifiquement parlant, c'est pas possible. Donc soit il a un complice qui l'a aidé à porter et à plier le corps, soit, autre hypothèse ô combien scabreuse, on imagine, je dis bien on imagine, que le corps de Sandra a pu être placé dans une chambre froide. Voilà peut-être la clé de l'énigme. Le corps de Sandra aurait été entreposé dans la chambre froide du magasin. Et il y a un argument scientifique qui pourrait le confirmer. La première constatation qu'a fait le médecin légiste, c'est de constater qu'elle n'était pas dans un état de décomposition cadavérique avancé. Or, le légiste estime que le corps aurait dû montrer des signes déjà 4 jours après de décomposition. Ce n'est pas le cas. C'est assez étonnant et cela renforce le fait que le corps a pu être maintenu dans la chambre froide et cela expliquerait le fait qu'il ne soit pas décomposé. En clair, Shamran ne se serait pas débarrassé du corps de Sandra dès le soir de sa mort. Une hypothèse macabre qui hante la famille de la jeune femme, car sa maman et sa sœur se souviennent du moment où elles sont venues dans le magasin à la recherche de Sandra. C'est super difficile parce que forcément on se dit que quand on est arrivé dans ce Franprix, ma sœur ou son corps était présent à ce moment-là et qu'on n'a rien pu faire et que franchement c'est horrible en fait. Faut imaginer, Sandra, elle était dans le congélateur. Moi, j'étais là, à côté. Elle était dedans. Quand ils m'ont dit, j'ai dit, je savais, j'avais une impression qu'elle n'était pas loin. Mais l'hypothèse de la chambre froide suscite une autre interrogation. Si le corps de Sandra est resté entreposé à l'intérieur du Franprix, comment le gérant et le responsable du magasin ont-ils pu l'ignorer? La justice soupçonne les deux hommes de recel de cadavres et de modification de scène de crime. Afin d'établir la responsabilité de chacun, ils ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Si les circonstances de la mort de Sandra semblent aujourd'hui se dessiner, des zones d'ombre subsistent. L'instruction, toujours en cours, devra lever le voile sur les derniers mystères de cette affaire. Jawida et Indra espèrent que les suspects finiront un jour par parler. Je souhaite quand même qu'un jour, ils parlent, ils disent ce qui s'est passé. Il y a peut-être un moment où il va finir par avouer ou par lui vraiment donner une explication qui correspond avec toutes les preuves scientifiques retrouvées, avec tout ce qui a été avancé jusque-là, et qu'on puisse se dire que voilà, c'est ça la vérité, et arrêter de se torturer à se dire mais
qu'est-ce qui a pu lui arriver dans ce Franprix en fait. Tous les jours, je dors avec des larmes. Tous les jours, je pleure. J'attends toujours qu'elle rentre. Parce qu'elle m'a dit qu'elle allait rentrer au téléphone.